L'hiver 2019, j'ai vidé la maison de mon oncle Gérard, un chasseur, toute sa vie, sauf les 15 dernières années. Il avait arrêté d'un coup, sans jamais vraiment expliquer pourquoi. Dans le tiroir de sa table de nuit, j'ai trouvé une petite sculpture en bois. Enfin, pas en bois. En y regardant de plus près, c'était un vieux billet plié, avec un soin presque maniaque, en forme d'animal. Je n'ai jamais réussi à dire quel animal, d'ailleurs, entre un cerf et autre chose. J'ai posé des questions à ma tante. Elle m'a regardé longtemps avant de répondre. Et elle m'a raconté une histoire qu'elle n'avait entendue qu'une fois, de la bouche de mon oncle, un soir, des années plus tôt. Une histoire de clairière, de table dressée, de repas encore fumants, et personne pour le manger. Je vais vous la raconter comme elle me l'a racontée. Et je vous dirai, à la fin, ce que j'ai fait de cette histoire. Il y a des endroits dans le Massif central que les cartes ne mentionnent pas. Pas parce qu'on les a oubliés. Parce que quelqu'un, un jour, a décidé qu'il valait mieux les oublier. Pendant près de 2 siècles, dans le Cantal, on a chuchoté sur un repli de montagne qu'on appelait le ravin oublié, et sur les gens qui y vivaient. Pas vivre comme vous et moi l'entendons. Quelque chose de plus vieux. Quelque chose qui ne répondait pas au lever du soleil. Si vous roulez sur les petites routes qui serpentent entre Salers et Mauriac, vous passez devant sans le savoir. Les anciens disent que ça a toujours été voulu ainsi. Un ravin, c'est un pli dans la montagne, un endroit où les crêtes se referment, où le soleil ne touche le fond du torrent que 2 ou 3 fois par jour. La plupart des ravins portent un nom parce que quelqu'un y a vécu, autrefois, et que le nom de cette personne est resté attaché au lieu. Le ravin oublié ne portait le nom de personne, parce que personne, jamais, n'avait eu envie d'y attacher le sien. La première trace écrite remonte à 1791. Un pasteur protestant, un certain Casimir Vionnet, traversait la région ce printemps-là. Il nota que les bergers du pays refusaient de l'accompagner au-delà d'un certain rocher, et que lorsqu'il en pressa un de s'expliquer, l'homme lui répondit seulement que le ravin avait été fermé bien avant qu'aucun homme de la vallée n'y pose le pied. Il y monta seul. Il en redescendit 3 jours plus tard, les cheveux entièrement blancs, avec un bégaiement qui ne le quitta plus jamais. Il ne voulait jamais dire ce qu'il avait vu. Rentré à Montauban, il passa le reste de sa vie à recopier les écritures. Et chaque lettre de chaque mot tremblait tant sur la page qu'un frère devait recopier ses feuillets avant de pouvoir les envoyer. Il ne laissa qu'une seule mention du ravin oublié, dans une lettre à sa sœur, retrouvée après sa mort en 1817. Il racontait s'être agenouillé pour boire à une petite mare, près de l'entrée d'une grotte calcaire, et qu'en relevant la tête de l'eau, il avait vu son propre visage s'y refléter. Mais ce visage souriait, alors que lui ne souriait pas. Alors il avait couru longtemps, sans s'arrêter, jusqu'à être sorti du ravin tout entier. Même des années plus tard, écrivait-il, certaines nuits, il sentait encore cette mort le regarder, où qu'il se trouve pour dormir. Et c'était ce regard, plus que tout le reste, qui lui avait coûté son sommeil, sa raison, et finalement sa voix. La famille Ferrand arriva dans le ravin à l'automne 1798. On ne sait pas d'où il venait, aucun registre paroissial, aucun rôle d'imposition, aucun acte de naissance ni de mariage, dans aucune paroisse à des lieux à la ronde. Ils sont simplement apparus. Un homme, une femme, et ce que les gens du bourg appelaient un enfant, mais un enfant bien trop grand pour son âge, et qui ne répondait jamais quand on lui parlait. L'homme donna son nom, Aurélien Ferrand. La femme n'en donna aucun. Quand le receveur des postes de Mauriac lui demanda, elle lui sourit d'une façon qui, dit-on, lui fit mal aux gencives pour le reste de la journée, et elle sortit sans répondre. Ce fut la dernière fois qu'on vit son visage découvert. À partir de ce jour, les femmes Ferrand portèrent des voiles de crin noir tombant jusqu'à la clavicule, et elles ne les retiraient jamais devant un étranger au ravin, pas même en mourant. Aurélien Ferrand acheta une 16aine d'hectares du ravin pour une poignée de francs, et la promesse écrite que la famille ne chercherait jamais à en partir.
Cette promesse fut inscrite de sa main dans l'acte. L'acte existe toujours, aux archives notariales de Mauriac, et n'importe quel chercheur peut le consulter, même si peu s'attarde sur la seconde page. Sur cette seconde page, dans une écriture qui ne correspond ni à celle d'Aurélien ni à celle du notaire, quelqu'un a ajouté une phrase en latin. Traduite, elle dit que la terre n'avait pas été vendue, mais rendue. On ne sait ni par qui, ni à qui. Une sage-femme de Riomès-Montagne fut appelée là-haut en 1804 pour la naissance du deuxième enfant Ferrande. Elle redescendit au petit matin, le tablier trempé, la bouche fermée sur une ligne dure qu'elle ne rouvrit pas pendant 2 jours entiers. Quand elle finit par en parler, elle dit seulement que la femme n'avait pas voulu lever son voile, même pendant le travail, et que lorsque l'enfant était né, il avait poussé un son qui n'était pas un cri. Cette sage-femme ne reprit jamais son métier. Elle prit ses économies, s'installa à Clermont-Ferrand et y mourut en 1839, incapable, jusqu'à la fin, de dormir dans une pièce sans une bougie allumée. En une génération, les Ferrande s'étaient multipliées. C'est le mot qu'employaient les gens des environs. Ils ne disaient pas que la famille avait eu des enfants. Ils disaient qu'elle avait poussé, comme pousse un champignon, comme s'étend une tache d'humidité sur un plâtre. Vers 1830, on en comptait plus de 20 là-haut, tous portant le même nom, tous avec la même peau très pâle, la même façon lente et posée de marcher. L'agent recenseur qui monta là-haut en 1840 ne réussit à noter que 4 noms avant de redescendre. Il écrivit en marge de son registre que les autres refusaient de donner leur âge, et qu'il n'estimait pas que ce soit une affaire pour laquelle il valait la peine de risquer sa vie. On le retrouva mort dans sa pension, à Aurillac, la semaine suivante. Le médecin conclut à une attaque. Sa veuve raconta que ses cheveux avaient viré à la couleur de la cendre en une seule nuit. Ce qui se passait dans le ravin oublié fit l'objet de 2 siècles de rumeurs, et les rumeurs, dans ces montagnes, finissent par durcir jusqu'à devenir des faits, à force d'être répétés. On disait que les Ferrand ne gardaient aucun bétail, et pourtant, de la fumée montait de leur cheminée toutes les nuits de l'année, comme s'ils avaient toujours quelque chose à faire cuire. On disait qu'ils ne cultivaient rien, bien que la famille ne cessât de grandir. On disait qu'ils tenaient des veillées à la nouvelle lune, et que ces nuits-là, le torrent qui sortait du ravin coulait rouge, sur près de 400 mètres avant de redevenir clair. Vers 1850, les paysans d'en bas avaient cessé de laisser boire leur bétail à ce torrent. 2 prêtres, à une génération d'écart, essayèrent d'y monter en portant la parole de Dieu. Le premier, un pasteur méthodiste du nom de Léonard Duprat, traversa la région au printemps 1854. On l'avait prévenu, chez ses hôtes, à Mauriac, qu'il valait mieux laisser un certain ravin de côté. Duprat était jeune et fier, et il prit cet avertissement comme un défi personnel. Il monta un dimanche matin, sa Bible dans une main, une croix de bois dans l'autre. Un fermier qui travaillait la crête d'en face le vit de loin, et donna plus tard une déclaration signée à la gendarmerie. Il raconta que Duprat était descendu de cheval devant la maison et s'était mis à prêcher, à pleine voix, sans personne pour l'écouter, et qu'après quelques minutes, la porte de la maison s'était ouverte. Une silhouette en était sortie sur le seuil, et le pasteur avait interrompu sa prédiction en plein mot. Il précisa que ce n'était pas la silhouette qui avait marché vers le pasteur. C'était le pasteur qui avait marché vers elle, lentement, à contre-cœur, un pas après l'autre, comme un homme qui marche dans un rêve dont il ne peut pas se réveiller. Et quand il avait atteint le seuil, la silhouette lui avait pris sa Bible, l'avait refermée, l'avait posée très doucement, lui avait fait entrer le pasteur. On ne revit jamais Léonard Duprat. Son cheval redescendit seul à Mauriac 3 jours plus tard. La croix était attachée au pommeau de la selle par une lanière de cuir qui ne venait d'aucun harnais que la bête portait en partant. 13 ans plus tard, un pasteur baptiste prêcha contre la famille depuis une chaire du Teil, à l'été 1867, en désignant dans son serment des pratiques précises que le journal local refusa d'imprimer. 3 nuits plus tard, son église brûla jusqu'aux fondations, avec lui à l'intérieur. La porte avait été barrée de l'extérieur par une chaîne de fer qui, une fois les cendres refroidies,
fut retrouvé noué selon un motif qu'aucun forgeron du pays ne sut reproduire. Au tournant du siècle, les Ferrandes avaient acquis une sorte de notoriété silencieuse dans tout le Massif central. On mettait en garde les enfants contre eux, comme on les met en garde ailleurs contre l'eau profonde ou les routes trop passantes. Ne montez pas dans le ravin. Ne répondez jamais si vous entendez votre nom appelé depuis les arbres. Et surtout, n'acceptez jamais rien d'un Ferrande. Ni nourriture, ni eau, ni abri, ni indication de chemin. Cette dernière règle était la plus importante de toutes. Ce fut vers cette époque qu'un instituteur de Mauriac, un certain Prosper Aldebert, homme de raison convaincu, décida de mettre fin à ces histoires une bonne fois pour toutes. Il mena sa propre enquête pendant près d'1 an, épluchant les registres, interrogeant les anciens, et conclut par écrit que tout cela n'était qu'une superstition de montagnards. Les disparitions s'expliquaient par les crevasses mal signalées et les loups qui rôdaient encore dans le secteur à cette époque. Son rapport, déposé à la mairie, servit longtemps à rassurer les curieux. Il ne dit nulle part, en revanche, ce qu'il advient de lui après l'hiver 1901, ni pourquoi son nom disparaît des registres municipaux à partir de l'année suivante, sans acte de décès, sans destination connue, comme s'il n'avait simplement plus jamais eu besoin d'être compté. Un voyageur venu de Limoges se perdit dans la montagne en novembre 1911 et s'arrêta à ce qu'il créait une ferme pour demander sa route. On le retrouva 6 mois plus tard, par une battue de chasse. Son corps était intact. Ses yeux ne l'étaient pas. Le médecin légiste estima qu'il était mort depuis 1 jour ou 2, tout au plus, alors qu'il avait disparu depuis 183 jours. Personne ne put dire où il avait passé ce temps, et personne, dans le ravin, n'admit jamais l'avoir vu. Ce qui nous amène à l'été 1937, et à un homme nommé Antoine Rouvier. Rouvier était correspondant pour La Montagne, 39 ans, ancien de la Grande Guerre. Pas homme à s'effrayer facilement. Il avait entendu les histoires sur le ravin oublié toute sa vie. Il était originaire d'Aurillac, et il s'était mis en tête que ces années noires étaient le bon moment pour écrire le récit définitif de cette famille. Il pensait qu'il y avait un livre à faire, et il comptait bien l'écrire. Le matin du 11 juillet, il descendit de Clermont-Ferrand dans une Citroën bleue, prit une chambre dans une pension à Mauriac, et passa 3 jours à interroger tous ceux du bourg qui voulaient bien lui parler. Presque personne ne voulait. Ceux qui acceptaient lui répétaient, encore et encore, de ne pas monter là-haut lui-même. Un forgeron du bourg lui raconta que son propre père avait été payé, un jour, pour ferrer le cheval d'un homme venu du ravin, et que cet homme l'avait payé avec des pièces qu'il n'avait jamais vues ailleurs, frappées de lettres qui couraient dans le mauvais sens, avec un visage au revers qui ne correspondait à aucun roi ni à aucun président que personne, à Mauriac, ne sut jamais identifier. Il gardait ces pièces dans un bocal sur sa cheminée depuis 40 ans. Il les montra à Rouvier, qui en dessina une dans la marge de son carnet. Quand j'ai lu cette page du carnet, j'avais déjà la sculpture posée sur mon bureau, à côté de moi. Je l'ai relue depuis, cette page, plusieurs fois. Je ne sais toujours pas quoi en penser. La receveuse des postes lui expliqua que le courrier adressé au ravin n'était jamais distribué, parce que jamais réclamé, et qu'elle avait un jour ouvert une lettre revenue non distribuable, et trouvé, à l'intérieur, une photographie d'elle-même, enfant. Une photographie qu'elle n'avait jamais vue, prise sous un angle qui suggérait qu'elle avait été prise depuis la fenêtre de sa propre chambre. Une vieille femme lui prit les mains et lui fit promettre que, quoi qu'il trouve là-haut, il n'accepterait rien à manger de ce qu'on lui offrirait. Il promit, parce que c'était facile à promettre, et parce qu'il n'avait de toute façon pas l'intention d'accepter quoi que ce soit de cette famille. Il monta la montagne le matin du 15 juillet, avec son carnet et son revolver. Ce qu'il vit là-haut, on ne le sait qu'à travers ce carnet, retrouvé plus tard avec lui. Il décrit la route qui se rétrécit et un chemin défoncé, les arbres qui se referment si haut au-dessus de lui qu'il dut allumer ses phares en plein midi. Il décrit une odeur qui lui rappelle les hôpitaux de campagne pendant la guerre, douceâtre et du fer, et autre chose en dessous. La maison, écrit-il, n'était pas peinte, plus longue que large, sans fenêtre du côté de la route.
Sur le seuil était assis un homme qui ne se leva pas à son approche, qui se contenta de l'observer sous le bord de son chapeau, et qui, quand Rouvier se présenta, lui dit, d'une voix comme de l'eau sur la pierre, que la famille l'attendait depuis un certain temps déjà. Ce sont les mots exacts qu'il a notés. La famille l'attendait depuis un certain temps déjà. À partir de là, l'écriture change. Elle devient plus petite, plus serrée. Elle penche dans le mauvais sens, comme s'il écrivait de la main gauche, alors qu'on le savait droitier. Il décrit qu'on le fait entrer dans la maison. À l'intérieur, une longue table, plus d'une douzaine de personnes assises autour, toutes avec la même expression, c'est-à-dire aucune expression du tout. Des femmes voilées se tenaient debout derrière les hommes assis, et au centre de la table, un bol recouvert d'un linge. Un linge qui bougeait. Il écrit le mot « bouge » 3 fois de suite. Les murs de la maison, selon son récit, n'étaient pas en bois, mais faits d'une matière qu'il ne parvenait pas à identifier. Quelque chose de sombre, de tiède au toucher, qui cédait légèrement sous la pression des doigts. Une série de petites niches avait été creusées dans le mur du fond. Une alliance, une paire de lunettes, un médaillon contenant une mèche de cheveux clairs, une carte de presse. Après avoir vu cette carte de presse, il n'écrit plus rien, sinon qu'il avait compris, à cet instant, qu'il n'était pas le premier journaliste à venir dans ce ravin, et que, quelle que soit la liste que tenait cette famille, il y figurait déjà, avant même d'avoir franchi la porte. Les lignes suivantes décrivent qu'on l'invite à s'asseoir, puis qu'on lui demande s'il a faim. Dans sa dernière phrase encore lisible, il écrit qu'il avait oublié sa promesse à la vieille femme. Après ça, le carnet n'est plus que des formes, des boucles, des crochets, de longues lignes qui ne composent plus aucun mot dans aucune langue. On retrouva Antoine Rouvier le matin du 18 juillet, assis bien droit au volant de sa Citroën bleue, garé proprement sur le bas-côté de la route principale, à environ 1,5 km de l'entrée du ravin. Son carnet était sur le siège passager. Son revolver reposait sur ses genoux, non tiré. Il était vivant. Il respirait. Ses yeux étaient ouverts, fixés droit devant, à travers le pare-brise, sur rien de précis. Il resta dans cet état pendant les 41 années qui suivirent. Il ne prononça plus jamais un mot, et ne cligna des yeux qu'une fois toutes les quelques minutes. On le soigna dans un établissement près de Clermont-Ferrand jusqu'à sa mort, en 1978. Et durant toutes ces années, le seul son qu'il ait jamais produit était, selon l'une de ses infirmières, un léger fredonnement, qu'elle n'a jamais su identifier, et qui, disait-elle, ressemblait à plus d'une voix à la fois. On dit que les Ferrandes sont toujours là-haut, dans le ravin oublié. Une équipe de géologues y est montée à l'automne 1994 pour cartographier des grottes calcaires du secteur. Ils n'ont trouvé aucune construction, aucune terre cultivée, rien d'habité de plus récent que les fondations d'une cabane qu'ils ont estimée vieille d'au moins 100 ans. Ils ont aussi rapporté que 2 membres de l'équipe avaient refusé de revenir au campement, la 2e nuit, en affirmant avoir vu des silhouettes debout entre les arbres, sur la crête d'en face. Grandes, minces, parfaitement immobiles, et qu'elles les regardaient, fixement, à près d'1,5 km de distance. Le chef d'équipe écrivit, dans son rapport officiel, que ces hommes étaient épuisés, et qu'ils s'étaient trompés. Dans son journal personnel, publié après sa mort en 2006, il écrivit qu'il les avait vus, lui aussi. Il en avait compté 11. Il les avait observés près d'1 heure, avant que la lumière ne baisse. Et pendant tout ce temps, aucun n'avait bougé, pas même un doigt. Il notait ce qui lui troublait le plus. Ce n'était pas qu'elles étaient là. C'était que, lorsque le soleil s'était couché et qu'il ne pouvait plus les voir, il avait eu la certitude absolue qu'elles s'étaient mises, lentement, à marcher vers le camp. Il ne se passa rien de plus. L'équipe plia bagage avant l'aube. Le ravin ne fut plus jamais cartographié. Et puis, il y a eu mon oncle. En novembre 2004, Gérard traquait un cerf sur ces crêtes-là. Il est tombé,
selon ce qu'il a dit à ma tante ce seul soir où il en a parlé, sur une clairière qu'il ne reconnaissait sur aucune carte. Au centre, une longue table dressée pour un repas, avec des couverts pour 12 ou 14 convives, et la nourriture encore fumante, comme si on venait de la servir l'instant. Il n'y avait personne. Il est resté, disait-il, une bonne minute au bord des arbres avant de comprendre ce qu'il regardait. Et quand il a compris, il a fait demi-tour et il est ressorti du bois sans se presser, parce qu'il avait la certitude très nette que se presser aurait été une erreur. Il est rentré chez lui cet après-midi-là. Il a rangé son fusil dans le placard, et il n'a plus jamais chassé. Plus jamais, jusqu'à sa mort, 15 ans plus tard. C'est là que revient la sculpture, ce petit animal plié dans un vieux billet, que j'ai trouvé dans son tiroir. Personne, dans la famille, ne sait quand il l'a eu, ni pourquoi il l'a gardé caché. Moi, je n'ai pas pu m'arrêter là. J'ai passé des mois, après ça, à fouiller les archives de Mauriac, les vieux journaux, les registres de la mairie. Aujourd'hui encore, cette terre figure sur les rôles d'imposition du Cantal, au nom de Ferrande. Et les impôts sont payés chaque année, en liquide, déposés en enveloppe à la mairie, par un porteur qui ne donne jamais son nom, et qui n'est jamais le même 2 fois de suite. Les employés qui ont reçu ces enveloppes, au fil des années, ont tous noté le même détail. Les billets à l'intérieur sont toujours anciens, certains plus anciens que les employés eux-mêmes, certains plus anciens que la mairie. Et chaque année, sans exception, l'un des billets de l'enveloppe est plié en forme d'animal, précis, minuscule, glissé parmi les autres comme une signature, comme celui que mon oncle gardait dans son tiroir. Ce que les Ferrand étaient, ce qu'ils sont peut-être encore, ils ne l'ont jamais quitté. Et si les récits disent vrai, si les registres disent vrai, si le carnet d'Antoine Rouvier dit vrai, alors la promesse qu'Aurélien Ferrand a faite en 1798 n'a jamais été rompue. La famille n'a jamais cherché à partir. Elle n'en a jamais eu besoin. La montagne les nourrit, la montagne les cache. Et à la nouvelle lune, quand le torrent coule rouge sur 400 mètres avant de redevenir clair, la montagne se souvient encore de ce qu'elle a accepté de rendre. La semaine dernière, j'ai roulé jusqu'à Mauriac, de nuit, les phares balayant les haies entre les crêtes. Et à un moment, entre 2 virages, j'ai vu un chemin défoncé qui montait là, où aucun chemin n'aurait dû se trouver. Je me suis arrêté sur le bas-côté. Le moteur tournait encore. Les phares éclairaient l'entrée du chemin. 2 ornières boueuses qui disparaissaient entre les arbres. Et rien d'autre. Pas un bruit. Pas un oiseau. Pas un souffle de vent dans les feuilles. Juste le ronronnement du moteur et ma respiration, un peu trop rapide à mon goût. J'ai posé la main sur la poignée de la portière. Je suis resté comme ça un long moment, sans l'ouvrir. J'ai pensé à mon oncle, à ce demi-tour qu'il a fait ce jour-là, sans se presser. J'ai pensé à Antoine Rouvier, assis droit dans sa Citroën, les yeux ouverts sur rien du tout, pendant 41 ans. Et puis j'ai retiré ma main. J'ai passé la marche arrière, et j'ai fait demi-tour sur la route, doucement, sans à-coups. Dans le rétroviseur, j'ai regardé le chemin rapetisser jusqu'à disparaître dans le noir. Je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire de ce chemin. Mais si un jour vous roulez sur ces petites routes après la tombée du jour, et que vous voyez un chemin défoncé monter entre 2 crêtes là où il ne devrait pas y en avoir, faites ce que mon oncle a fait, et pas ce qu'a fait Antoine Rouvier. Faites demi-tour. Ne vous pressez pas. Ne répondez pas si vous entendez votre nom. Et surtout, quoi qu'on vous offre, n'acceptez rien. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.